Dans ce deuxième épisode du podcast, j'ai mon ami Michel qui travaille dans l'humanitaire et qui, au moment où on l'a enregistré, est tout juste revenu pour quelque temps d'une mission qui a duré exactement un bon moment en Centrafrique. Donc on parle de ça, ça dérive et ça commence aussi sur des questions d'ailleurs de communication. On parle de communication et on finira dessus d'une certaine manière. À quoi ça sert de regarder les gens quand on leur parle ? Oui. Ben, j'ai envie de te dire, tout simplement, c'est mieux pour comprendre ce qui se passe. Dire, bah oui. Parce que tu vois là par exemple, par exemple, là, quand je viens de te dire c'est mieux pour comprendre, t'as fait des gros yeux, tu m'as regardé genre Non mais. Oui, mais si je te voyais pas, oui, voilà, si je donc te regardais là, pas, j'aurais pas su que tu le vivais comme ça. Bah que si, tu vois bien, parce que du coup, t'as d'autres micro-expressions. Non, je te voyais bien. Si je te regardais pas, c'est pas je voyais bien. Bah si, tu vois. Si je t'avais pas regardé. Tu vois avec d'autres sens. Si je t'avais. Non, mais Michel. Tu vois ce que je veux dire ? Pour lire tes réactions. Non, c'est pas que t'es pas d'accord, c'est que t'es pas logique. Ou même c'est limite t'es pas bien dans ta tête. Voilà. Tu vois là par exemple, si je te regardais pas, j'avais aucune idée de savoir que tu faisais une tête où tes yeux disaient cheap. Mais est-ce que t'as besoin d'avoir ça ? Bah, j'imagine que je te regardais pas, t'avais mis aucun son, juste un silence. Je peux interpréter des tonnes de trucs. Bah oui, mais est-ce que c'est grave ? Bah ouais. Pourquoi grave, je sais pas, mais c'est moins bien pour la communication, parce qu'on se comprend moins. Donc, d'où l'intérêt de se regarder. Bah, c'est absolument logique, Michel, pas la peine de faire cette tête, parce que tu vois, je saurais pas. Pas convaincu. Alors que, en fait, tu sais très bien que ce que je dis, c'est absolument évident et logique. Non, mais c'est juste que toi, tu veux pas le savoir. En gros, t'es en train de me dire qu'une communication avec quelqu'un de non-voyant est plus difficile ? Bah, pas pour toi, parce que tu peux lire ses réactions. Mais pour la personne... Et puis, non, c'est autre chose. Non, c'est autre chose. Je te parle de quelqu'un qui est voyant, mais qui ne regarde pas. Parce que quelqu'un qui est non-voyant, on le sait très bien, au bout d'un moment, le l'ouïe est un peu plus développé, il fait attention à d'autres choses. Mais toi, qui a des yeux qui fonctionnent, et moi, pareil, enfin, même si moi, j'ai besoin d'une assistance, voilà, qu'on appelle des lentilles de contact. Chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Ben voilà, quand on se regarde pas, on rate des infos qui nous permettent de comprendre et de maîtriser la conversation. Conversation qui est du coup alors c'est la première fois qu'on se lance dedans de manière aussi inattendue comme ça. Enfin, c'est-à-dire en fait, on a parlé de ça, je fais putain, j'appuie vite sur Rec. C'est qui Rec ? Sur Rec. D'ailleurs, ton bouton. D'ailleurs, j'ai un doute, je crois que j'ai pas enregistré là-bas. Ouais, au début, on va voir que mon micro. Attends. Toi, tu peux parler, moi je suis trop loin. Ok, si tu veux, je parle. Je peux parler. C'est bon, j'ai les deux. Oh, c'est génial. Est-ce que c'est quoi la différence ? Non, c'est pour une histoire, un truc à la con, je suis obligé de connecter les deux micros aux deux ordis et pas les deux à celui-là. Pour juste un bug qu'il faut que j'arrive à changer, mais j'ai pas trouvé la solution. Ok. Donc tu vois, toi t'es enregistré dans l'ordi de salon là-bas, et moi je suis enregistré dans le portable qui est là sur la table. Fantastique. Ouais, voilà. Et du coup, comme ça, on a commencé tout de suite sur les chapeaux de roue, sur des questions de communication, et ça c'est bien. Oui, mais d'accord. Le thé il est chaud, ce thé il est super chaud. Waouh. C'est bien, ça réchauffera. Bah oui, parce qu'il fait froid. Il fait froid ici par rapport à où ? Par rapport à dehors. Non, c'est pas ça la vérité. Par rapport à une île. C'est pas... Par rapport à n'importe où. Mais dans l'hémisphère sud. Comme tu ne joues pas le jeu, comme on va pas y arriver, comme ça va être que de la souffrance. Pour toi ? Oui. Oui. Je suis désolée. Ah, c'est dommage. Bah oui. Par rapport à où ? À là d'où je viens ? Voilà, là où tu étais, où tu travaillais par exemple ces derniers temps. Parce que là d'où tu viens, on pourrait comprendre que ça veut dire genre je viens de là-bas en termes d'origine, mais c'est faux. Tout à fait, oui. Parce que tu n'es pas centrafricaine. Ah non, heureusement pour moi. C'est vrai ? Pourquoi heureusement je te vois ? Parce que moi, alors pour le coup, la Centrafrique, j'ai connu genre pendant 6 mois, il y a 10 ans, quelqu'un qui venait de là-bas que j'ai vu 3 fois, tu vois. Donc, j'y connais pour ainsi dire rien. Oh, ils sont... Pas grand chose à en dire en fait sur les Centrafricains, non mais je dis alors, ça. Mais... je tiens à dire à tous les gens qui vont se dire là, oh mon Dieu, il a fait venir une raciste dans son podcast. Mais non. Alors, Michel est camerounaise, elle est noire, donc elle a le droit d'être raciste anti-autres noirs. Voilà, c'est car ça. Les noirs entre eux, ils ont le droit d'être racistes, c'est ça le truc. Les blancs entre eux aussi, mais pas, voilà, c'est pas en gros. Les autres, ça passe moins bien. Donc elle a le droit de dire plein de mal, et je m'excuse d'avance. Non, elles sont... Est-ce que, comparativement du Camerounais, complètement différent. Je sais pas, centrafricain.
Comment tu qualifierais vite fait? Parce que moi, du coup, là, j'apprends plein de trucs et c'est l'objet de la chose, tu vois. C'est-à-dire, Comment on les qualifierait les uns par rapport aux autres, parce que tu dis par rapport aux Camerounais, ça n'a rien à voir. Bah, ils sont rien, ils sont quand même plutôt plus calmes, plus entre guillemets soumis, mais dans le sens où il y a, enfin, surtout en ce moment là, après du coup ce qu'ils ont vécu, il y a quand même Et différentes une sorte de passivité autorités. Non, mais voilà, ils sont géographiquement, ils sont enclavés, ils n'ont pas d'accès à la mer. Ah bah oui. Ils ont des terres fertiles, mais ils les cultivent pas. Politiquement, ils sont pas aidés par leurs voisins. Ouais. Ils sont ultra dépendants de tout, voilà. Et notamment pour les du coup, cultures. ils importent tout quasiment. Ils importent tout. Ouais. Et du coup, c'est un peuple qui, malheureusement, ils ont des terres très fertiles, mais ils les cultivent pas. Et du coup, il n'y a pas vraiment. Mais il y a des raisons économiques à ça, genre ils ont pas un matos qui leur permet de les cultiver dans des conditions correctes Ils ont, les ONG sont là pour apporter, ou d'autres organisations, ils ont les outils locaux qu'ils pourraient y avoir. Mais les cultures, non, c'est juste chacun pour soi. Il n'y a pas cette notion de cultiver pour vendre, pour s'enrichir, pour faire du commerce. Ouais, donc ils cultivent pour nourrir eux et leur la famille. Voilà, on suit bien nos propres besoins et le reste, non, c'est très étrange, c'est très 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 étrange. Et non, et du coup voilà, c'est comparativement au Cameroun du coup qui est juste à côté. Et c'est pas du tout la même notion, c'est pas du tout les même dans le fonctionnement, dans la façon de penser. Ouais, pour moi c'était un choc. Pour moi c'était un choc. Et puis du coup, on va parler à d'autres personnes qui avaient fait du coup d'autres pays d'Afrique, qui avaient plus d'expérience. Effectivement, la Centrafrique est un pays à part en Afrique. Il y a l'Afrique et il y a la Centrafrique. Voilà, c'est à part. D'accord. Et du coup, je me rappelle plus, l'intitulé de ton métier là-bas, officiellement, c'était quoi? Officiellement, administrateur humanitaire. Ouais. Ce qui ne te parle pas du tout. Administrateur humanitaire, effectivement. Mais donc en gros, ça veut dire que tu coordonnais des choses, que tu mettais en place des choses. En gros, je suis en charge, du coup, sur des projets d'organisation, de gérer la partie ressources humaines, financières et administratives. Donc, à la fois, du coup, du staff locaux, des staffs internationaux, s'assurer qu'on respecte bien les lois locales, qu'on recrute, qu'on ait du personnel. Les budgets, qu'on ait suffisamment d'argent, qu'on puisse payer les personnes, respecter les procédures d'achat, et en même temps, faire des analyses financières et être un peu conseil aussi pour les décideurs et en tout cas les décisions stratégiques à prendre s'il y a besoin sur des questions financières ou administratives. Donc un rôle un peu stratégique, polyvalent et transversal. Waouh, transversal, c'est bien ça. On croirait une brochure, on croirait que t'es Je vends mon boulot ou pas? On croirait que t'as une journée portes ouvertes. Non mais j'adore mon boulot. Et qu'il y a des gens qui arrivent et que tu leur dis... J'adore mon boulot, vraiment, c'est un super boulot. Moi j'aime beaucoup. Mais après, du coup, donc, tu bossais avec différentes entreprises Non, moi je bosse pas dans les entreprises. Je bosse dans des organisations. Tu bossais pas avec eux, genre t'étais pas en contact avec eux? Les entreprises locales, si, quand on a besoin de faire des achats. Ah oui, d'accord, je pensais que que c'était plus du coup comme si tu veillais à ce que certains, on va dire, standards éthiques soient la plupart des temps une sorte de... Comme si par exemple les RH de l'entreprise sous-traitaient à la boîte où tu bossais pour gérer des trucs comme ça. Mais en fait, moi je suis directement employé par l'ONG. Du coup, après si, effectivement, on doit tous s'assurer que les valeurs de l'ONG sont respectées, que les valeurs éthiques, qu'on respecte les lois du pays dans lequel on est, qu'il n'y ait pas trop de corruption, faire de la sensibilisation auprès de nos équipes, auprès de nos partenaires. Donc oui, ça on le fait tous plus ou moins à différentes échelles, mais non, je ne sous-traite pas, mais... Non, je croyais que tu étais employé par... pas employé par, non, c'est une erreur, mais que tu travaillais avec... Non. Voilà. Non, directement par des ONG, différentes ONG. Les différentes ONG, du coup, quand même. Oui, moi j'en ai fait 2 en l'occurrence, donc toujours dans le même pays, mais j'en ai fait 2 différentes qui, du coup, fonctionnent pas du tout de la même façon. Et en même temps, il y a tellement de façons de faire l'humanitaire et de faire son travail en fonction des organisations, qu'elles soient, du coup, européennes ou onusiennes ou institutionnelles. Et du coup, ça change un peu la façon qu'on a d'intervenir, mais bon, je pense que la finalité... reste en tout cas toujours bonne. C'est-à-dire d'apporter la civilisation européenne dans le reste du monde. Non, évidemment. Non. Mais justement, le jour où je penserais ça, je pense qu'il faudrait que je change de boulot. Je dis ça pour lancer justement la question qu'il y a des gens qui pensent comme ça dans l'humanitaire.
J'espère bien que non. Enfin, parce qu'on en avait parlé, t'en avais même rencontré dans ta formation. En gros, tu sais, qui disait qu'il y avait un peu, évidemment pas aussi consciemment que ce que j'ai caricaturé là, cette mentalité de on y va pour aider les gens qui ont besoin de c'est ça, ce côté un conseils. peu judo-chrétien, genre la pénitence, allons-y. Mais même surtout, je trouvais quelque chose de. Il y avait ça, mais je me souviens de ce dont on avait parlé, puis j'ai d'autres gens qui m'avaient dit la même chose, qu'il y avait vraiment des gens, enfin pareil, je caricature un peu, mais qui étaient dans une idée de genre. Comment dire, ils ont pas tout ce qu'on a, on leur amène des choses de notre culture qui sont plus évoluées, tu vois, limite ça. Et, c'est vrai. Et c'est apparemment, à ce que tous les gens que je connais qui ont bossé dans l'humanitaire ou qui bossent, ils tombent beaucoup sur ça en fait. Ouais, je pense que ça c'est un travers du coup de la chose en elle-même, ouais. Bah, l'humanitaire, non, mais c'est surtout que malheureusement, il n'y a pas suffisamment de contrôle. Ça reste quand même encore un milieu, certes fermé, mais dans lequel il est quand même assez possible d'évoluer. Et où on trouve de tout, peut-être plus que dans d'autres secteurs, j'en sais rien, du peu que j'ai vu. Et oui, malheureusement, il y a beaucoup de contradictions. Comme sur la place des femmes, on peut se poser un peu la question. Voilà, la place des femmes dans l'humanitaire, on nous en parle pas, mais je pense que. C'est-à-dire. Voilà la question. Non, mais au-delà du salaire, parce que là-dessus, je pense qu'il n'y a pas trop de distinction hommes-femmes sur le terrain, ça reste assez équitable. Mais voilà, comment la femme est perçue sur le terrain. Quelle place. Tu veux dire donc par les gens des ONG, par tes collègues, quoi. C'est ça, par mes collègues et par les autres, quelle est la place qu'on laisse aux femmes, quelle est la place qu'on laisse aux jeunes. Alors en plus, quand on est jeune et femme, là, je pense qu'on atteint le summum de ce qu'on peut trouver. Genre, t'y connais rien, ce côté-là, bon, toi, tu es innocente et pure, mais il y a plein de trucs que tu sais pas. Non, pas forcément. Plutôt le côté, t'es une femme, oui, t'es peut-être jeune, mais... qu'est-ce que tu fais là tout simplement et en fait pourquoi pas genre comme toi connard, j'ai fait des études et j'ai bossé dedans et du coup je suis là parce que je ne sais pas, je suis une femme. Je n'ai pas la réponse moi là. Je me suis questionnée, je me questionne encore dessus. Pour le coup, tu vois, disons que c'est peut-être caricatural, mais j'ai tendance à me dire, si t'as des gens qui pensent comme ça, j'en sais rien, qui travaillent complètement en autarcie depuis 8 générations et qui sont, tu vois, qui vivent presque 150 ans en arrière, éthiquement parlant, on pourrait dire, ok, mais dans l'humanitaire, pour le coup, je me serais pas attendu à ça. Je pense qu'on a plus de surprises qu'autre dans l'humanitaire. Hein. Il y a beaucoup d'humanitaires, mais je pense qu'on n'est pas tous humanistes et on n'a pas tous la même façon de penser ni de voir intervention, et on n'a pas tous les mêmes motivations, les choses sont plutôt claires. Et après, chacun ses motivations pour être dans ce milieu-là. Et du coup, c'est qui rend la chose très compliquée parce que il y a plusieurs écoles qui s'affrontent, plusieurs façons de voir les choses, d'intervenir, et que ça reste compliqué et questionnant. Donc c'est un beau boulot, c'est épuisant, mais voilà, je pense que le plus dur étant de rester fidèle à des valeurs, à une éthique assez saine et assez pure qui nous correspondent. Et que le jour on n'est plus en accord avec ça, savoir faire autre chose. Et je pense que c'est là le plus dur en fait. Juste partir sur autre chose et juste se dire voilà. Parce que du coup, j'imagine qu'il doit y avoir particulièrement ce truc de genre tu t'as terminé tes études et toi je sais que ça s'est pas passé vraiment comme ça. Mais imaginons quelqu'un qui termine ses études là-dedans, genre vient de finir Bioforce et tout, voilà. Et il part et se dit oh mon Dieu, mes valeurs, la réalité, comment je fais pour faire coïncider les trucs, j'ai fait ça avec tels idéaux, dans la vraie vie, on n'a pas le temps, on est préoccupé par autre chose, il doit y avoir beaucoup de questions comme ça. J'imagine que tu te retrouves parachuté dans des situations, peut-être même parfois, où tu fais ok, il y a vraiment des urgences, genre ok, il faut que les gens bouffent, on fera en sorte de leur amener une école et des livres quand on pourra, ce genre de truc. Je pense à par exemple, je sais pas, la République dominicaine, moi il y a 10 ans, quand j'ai commencé à être donateur pour des trucs là-bas, tu savais qu'en gros, il te disait d'entrée de jeu, je sais plus dans quel ONG c'était, mais il disait en gros, le programme officiellement c'est ça. J'ai vu quelqu'un, je devais appeler au téléphone pour parler de je sais pas quoi. Le programme c'est ça, là c'est chaud, donc là déjà, on fait en sorte qu'il y ait de l'eau, un dispensaire et de quoi leur donner à bouffer, parce que là c'est la merde, il y a eu tel événement. Et j'imagine quand des fois tu débarques à un endroit et tu te dis waouh. C'est vrai qu'il y a la théorie, la pratique, il y a ce qu'on aimerait faire et ce qu'on peut faire compte tenu du contexte et des financements.
Et après, en même temps, je pense que voilà, la première valeur à avoir de l'humanitaire, c'est d'être flexible et de pouvoir s'adapter à un peu ce qui se présente. Après, voilà, toutes les parties opérationnelles de ce qu'on fait, moi personnellement, j'y suis pas. Enfin, moi, j'ai un rôle, ce qu'on appelle un rôle de support, donc du coup, voilà, plus de supporter le travail des opérationnels sur le terrain et des plus grands décideurs qu'on appelle, les cordeaux stratégiques, que ce soit au siège ou sur le terrain. Mais oui, effectivement, c'est des questions qui se posent et auxquelles ils doivent penser. Et moi, mon rôle étant juste d'être un espèce de pivot et de leur dire, voilà, vous aimeriez faire ça, mais en fait, concrètement, aujourd'hui, on a tant de personnes, on a tant d'argent, il nous reste tant de temps avant la fin du projet. Est-ce que c'est réaliste ou c'est pas réaliste ? Et après, les autres décident de l'orientation à prendre et toi, après, tu suis, quoi. Oui, donc ton rôle c'est de véhiculer, on va dire, les infos dans un sens et puis ensuite de véhiculer les actions en adéquation avec la politique choisie dans l'autre sens, quoi. Ouais. Plus ou moins, c'est ça. Sauf sur la partie support, pas sur la partie opérationnelle où là, du coup, il y a les chefs de projet qui, eux sont pareils. Leur but dans le projet, c'est noté, il faut, réhabiliter 400 puits. Sauf que les puits à réhabiliter sont dans des zones en plein conflit, avec des combats dans lesquels on peut pas intervenir. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Il reste 6 mois avant la fin du projet. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye quand même d'intervenir ? C'est absolument pas possible. Comment on le justifie auprès du bailleur ? Est-ce qu'on repousse la durée et du coup on se dit qu'on pourra le faire ? Est-ce qu'on met en place d'autres activités ? Voilà. Est-ce qu'on fait autre chose ? Est-ce qu'on réoriente un peu le projet avec du staff qu'on a là, qui du coup du staff technique qui du coup pour l'instant peut moyennement travailler, voire pas du tout. Et en même temps on a toujours des coûts fixes à avoir, payer la maison, payer les charges, etc. Et que le budget qu'on nous donne n'est pas extensible, donc Et les budgets, justement, la question des financements, viennent d'où ? De partout. Tu vois, évidemment, je sais, parce que je suis donateur dans plusieurs ONG, donc tu vois, du coup, je sais qu'il y a ça, il y a les donateurs, mais genre, quelle portion de la chose c'est et d'où vient le reste, et tu vois, comment ça se passe ? Ça dépend des organisations. Après, t'en as beaucoup qui sont connus pour être beaucoup. Principalement, tout le monde, MSF, sur être des dons particuliers, ça c'est plutôt la plus connue. Croix-Rouge également reçoit beaucoup de dons. Après, il y a toutes les institutions, les fondations, les ministères, les gouvernements. L'Union européenne est quand même un gros bailleur, en tout cas en Europe. Oui, après, c'est au-delà de tout ça, c'est politique, ça passe tout de suite au champ de... Oui, il y a beaucoup de politique. Ouais, nécessairement. Malheureusement. Hormis, en gros, les donateurs, les fondations, et ensuite politique, quoi. On va dire. Politique via les ministères, mais après c'est les gouvernements, l'autisme est à la mode, tiens, on va travailler là-dedans, c'est ça, ce genre de truc. Tel pays est à la mode, tel pays désolé frère, toi démerde-toi. Après il y a également tout ce qu'on appelle les crises oubliées où personne n'en parle ni dans les infos ni nulle part, où du coup tu as quelques ONG qui essayent du coup de faire du plaidoyer, coup pour qu'on les oublie pas, qu'on puisse intervenir. Type Yémen, Somalie, en ce moment là, évidemment. En ce moment. Qu'est-ce qui se passe, ce qu'on en informe, ne pas les oublier, pouvoir intervenir, dénoncer. Et tiens, justement, parce que tu vois, pour le coup, Yémen, j'ai aucune idée de ce qui se passe en ce moment. Somalie, vite fait. Et du coup, qu'est-ce que il se passe en ce moment ? Parce que moi j'ai la tête dans mes trucs et je sais plus ce qui se passe dans le reste du monde. Moi non plus. Non, si, Somalie, Somaliland ne s'en sort pas. N'a jamais sorti pour pas de ressources. Là, niveau risque de famine avec le Nigeria et le Sud-Soudan. Et puis après, du coup, c'est pareil, c'est toujours politique. Des gouvernements qui mettent en place des dictatures et qu'on laisse, et dans lesquels on peut basiquement pas faire grand-chose, si ce n'est que les organisations, les gouvernements, les institutions internationales pourraient dénoncer la chose comme elles le font dans d'autres pays, et où parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt politique, économique, c'est un peu laissé à l'abandon. François Hollande va devenir le héros de tel pays, mais pas de tel autre. Oui. François Hollande ou un autre. Déjà, comme c'était lui, ça avait été son grand moment de fierté. Donc un peu compliqué et un peu difficile, parce que pareil, quand il y a des personnes qui interviennent dans ces pays qui du coup sont un peu oubliées, ou du coup on sait que
les tensions sont très difficiles, très palpables, bah, c'est aussi un choix de vouloir y aller et de vouloir intervenir. Ouais. Et de savoir tous les risques qu'il peut y avoir et savoir voilà, pourquoi est-ce qu'on y va et dans quelles conditions et à quoi s'adapter. Et surtout combien de temps. Ouais. Oui, surtout combien de temps, dans le sens, ok, si on va faire ça, on a besoin d'y passer tant de temps avec tant d'argent. Oui, pour les projets, et puis je pense pour les expatriés aussi. Enfin, voilà, on peut Ouais. se dire, bon, bah voilà, c'est une mission de 3-4 mois, puis on prolonge, et puis bah voilà, on fait du bon boulot, on se rend compte qu'il y a beaucoup de besoins, avec nos staffs, on avance bien aussi. Et puis, c'est assez facile de se laisser prendre par ce boulot et de s'oublier et de voilà, pas se rendre compte qu'on est fatigué. Ouais. Et que voilà, il y a personne qui va venir te dire, non mais là, tu as trop travaillé, repose-toi, rentre chez toi, prends-toi 3 semaines, prends-toi 2 mois de vacances et reviens plus tard. Oui, non, parce que c'est toujours ok, il faut faire ça, on a besoin de faire ça. Il y a toujours plein d'urgences à gérer, que les organisations ont du mal à recruter et à fidéliser du personnel. Ah ouais. Et du coup, ouais, non, t'es là, tu fais du bon boulot, ça va être un peu, reste. Tu vas continuer là, ouais. Et toi, parce que tu y crois, t'aimes l'organisation, voilà, il y a plein de motivations, tu vas leur rester. Jusqu'au jour où, non, en fait, tu ne peux plus. Et c'est souvent un peu tard, malheureusement. C'est le moment du burn-out ou là, du coup, ouais, le moment du burn-out, ou juste le moment du ras-le-bol, ou le moment où tu t'es perdu, ou où tu as juste dévié de ta route. Du coup, tu te retrouves à vendre des armes et de la drogue à des petits-enfants. Et du coup, tu te dis, je me suis pas un peu oublié. Bon, ça va. Tant que je fais pas du proxénétisme, ça va. Voilà, ça peut encore des armes, ils ont bien besoin d'aller chasser de temps en temps, puis de la drogue pour le samedi soir, hop, un petit truc dans le nez, ça fait plaisir. Ouais, voilà, bon, donc je continue de faire du bien au monde en faisant ce que je fais, très bien, tout va bien. Ouais, super. Tu t'es pas un peu non, je me sens bien dans mes... non, oui, normal quoi, enfin normal, puis, logique non, et puis du coup logique. C'est surtout aussi trouver sa propre vie. Enfin, que ce soit des personnes qui partent soit en famille ou soit seules et qui du coup laissent leur famille là, ou voilà, qui laissent une bonne part de vie. Oui, et du coup, ou ceux qui n'en ont pas, mais au bout d'un moment, j'imagine ça arrive, tu bosses pendant 3 ans à un endroit, et puis tu dis, j'ai 35 ou 38 ans, j'ai peut-être envie de m'investir dans un truc, mais t'as pas le doigt, comme tu disais, il y a ça à faire, donc tu fais, t'as pas le temps. Oui, il y en a plein d'humanitaires qui sont là-dedans et qui du coup n'ont pas construit de vie, et juste leur vie c'est leur boulot, et c'est comme de partout, j'imagine. Oui. Mais voilà, là du coup c'est un peu, j'ai pas acheté, j'ai pas de maison, j'ai plus de point de base pour rentrer quelque part. Ouais, c'est ça, oui. J'ai plus de... Genre, chez toi, c'est où c'est ça. Je sais pas. C'est une question un peu compliquée. Ça doit pas être évident, parce que pour le coup, tu sais que si tu lèves le pied et que tu dis ok, non, il faut que moi j'ai une vie, tu peux voir physiquement tout ce que tu pourras pas faire et tous les gens qui auront eu besoin de toi et que ce que tu feras pas, parce que c'est tant de temps que tu vas consacrer à faire autre chose. Et ça doit compliquer clairement ce choix, quoi. Je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ça, dans n'importe quel boulot. Je sais pas, t'es directeur commercial dans une grande entreprise. À un moment donné, si tu choisis que ton boulot est ta priorité, tu vois pas ta famille, quand bien même tu vis avec et qu'elle est là. Oui, bien sûr. Et je veux dire, là, il y a même des... Comment dire, tu vois, dans certaines branches, tu pourrais dire, ok, là, je suis concentré sur l'avancée de ma carrière, donc en fait, je suis devenu trop égoïste, donc je lève le pied là-dessus, je me rapproche de ma famille. Là, ce serait pas parce que tu deviens trop égoïste que tu te laisses absorbé par ta fonction sociale via ton métier, tu vois ce que je veux dire, c'est tu t'aides des gens, tu sers à quelque chose, et je pense que du coup le piège est peut-être plus compliqué, peut-être tu vois, t'as plus de raisons de continuer à pousser, je pense, de continuer à pousser et de mettre ta vie de côté, quoi. Oui, après il faut être réaliste, il y a des gens qui sont là juste pour le pognon aussi, Oui, mais non, bien sûr. Et pour la réussite, c'est toujours pareil, je parle de quelqu'un qui fait ça sans cynisme, humainement, qui croit vraiment, qui croit à son truc. Oui, voilà. C'est clair. C'est sûr, mais je pense tout l'équilibre est là, c'est de se dire, quand tu es en démission, de se dire, voilà, je repars pour telle ou telle raison, et je repars pas par habitude. C'est pas un automatisme, c'est pas je repars parce qu'il faut repartir, ou je repars parce que en fait j'ai rien d'autre par dépit. C'est non, je repars parce que je crois en telle chose, je repars parce que le projet me plaît, parce que l'organisation, parce que le projet, parce que je sais ce que je vais mettre en place, parce que je sais ce que je vais apporter. Et je pense que tout l'équilibre est là, et que
Après, c'est très fin, hein. Je pense on peut vite basculer d'un côté ou d'un autre. Mais je pense que la question qu'il faut se poser avant de repartir à chaque fois en mission pour être au clair avec soi et ses motivations et pouvoir durer un minimum. Oui, c'est ça. T'as besoin de ça, ne serait-ce que pour dans ce milieu-là. Survivre dans ta mission, ton objectif, ton truc, et pas péter un câble au bout de 2 semaines en disant mais qu'est-ce que je fais là, quoi. C'est ça. Après, chacun son équilibre, hein. Mais pour moi, je pense que c'est important. Et puis après, du coup, voilà, d'être trouver ce qui nous enracine, ce dont on a besoin, ce qui nous fait du bien. Quand on se fait des breaks, quand on rentre, ou voilà, quand on arrête de bosser pendant quelques temps, les fins de contrat. Et tout ça, c'est important. Ouais. Oui, parce que du coup, toi, quand t'es dans des périodes où tu bosses pas, tu rentres, donc t'as pas mal de familles ici, là, autour de Lyon, tu connais des gens sur Paris, et tu passes ton temps entre Lyon, je suis à Paris, à droite à gauche, tout ça. Donc t'as une attache qui est quand même géographiquement bien définie, tu vois, dans la région, du coup, et en ayant pas mal de gens, tu vois, entre tes frères, tes sœurs, tout ça. Donc du coup, peut-être pas, hein, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui t'aide pour tenir plus longtemps là-dedans, parce que t'as quand même relativement un truc à la fois équilibrant, mais pas trop sclérosé, où genre il y a une maison, tout le monde est là, et je dois aller là-bas, et je vais là-bas, et je vais nulle part ailleurs. Oui et non. Ouais. Non, mais c'est-à-dire que les premiers temps où, pendant les breaks, du coup, je rentrais systématiquement ici, en me disant, ça fait du bien, voir la famille. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, non, ça m'oppressait. J'avais pas envie de rentrer là tout le temps. Il y avait des moments où, moi, ça m'a un peu culpabilisé de me dire, en fait, j'ai juste pas envie de rentrer, voir ma famille, voir mes potes, en fait, non, j'ai envie de faire autre chose. Et en même temps, on se dit, si on rentre pas tous les 3 mois, au moins pour voir sa famille, du coup, ça repousse au plus loin. Donc, soit on les voit une fois par an, du coup, ça veut dire qu'on les voit que dans 6 mois. Et c'est un peu compliqué pour moi. J'avoue que le dernier break, du coup, j'ai décidé de pas rentrer. J'avais vraiment pas envie. J'avais pas envie de me forcer. Je suis partie ailleurs. Mais trouver cet équilibre-là sans se culpabiliser et en même temps, sans que les personnes non plus se sentent lésées. Genre, oui, je pars à l'étranger, c'est mon boulot. C'est plus ou moins bien vécu par la famille, par les amis. Et après, c'est en plus, tu vas pas rentrer. Là, dans 3 mois, tu rentres pas. On va te voir que dans 6 mois. On va te voir une fois par an. Pour la famille, plus que pour les amis, ça doit être. Ça dépend des amis. C'est vrai. Il y en a certains qui le vivent très mal aussi. Ah ouais. Oui. Putain, ça, je trouve ça bizarre. Mais bon, chacun. Remarque, il y a des gens qui sont dans leur délire. C'est j'ai mon groupe d'amis, on passe tout le temps ensemble, et voilà. Oui. Donc du coup, on a Michel qui est. Oulala, elle va revenir que dans 6 mois. Et puis en plus, oui, après, ça peut se comprendre aussi. Et oui, pour la famille aussi. Non. C'est incompréhensible. Que dans 6 mois. Oui, ça peut. Oui. Et puis après, du coup, ça reste toujours des durées très courtes, donc il faut aussi trouver le temps pour chacun. Oui, puis c'est vrai que t'as plein de monde à voir. Et quand t'as plein de monde à voir, déjà la famille, c'est bon, ça fait 10 personnes. Tu fais quoi? T'es où? Tu fais quoi? C'est ça. Donc du coup, c'est de trouver le juste milieu de dire je rentre, mais je le dis pas à tout le monde. Et on étale un peu comme ça les gens qu'on voit quand on rentre pas trop longtemps. Puis après, il y a toujours les fins de contrat. Là, ça fait 2 mois que je suis rentrée. Ouais, pas tout à fait. Donc ça va, j'ai eu le temps de revoir quasiment tout, et encore pas vraiment tout le monde. Mais parce que c'est aussi ça, se dire qu'on rentre, en fait, on a besoin de temps pour soi. Moi, j'avoue que je suis rentrée les 3 premières semaines, mais j'avais envie de voir personne. Les personnes de personne, donc tu restes devant ta télé, tu vas au frigo, tu lis un bouquin. C'est ça, tu t'es calé, fais une balade t'es le long de la bien. flotte, Non, tu fais pas de balade. Tu restes enfermé, tu bois ton thé, t'es calé, t'es là, mais c'est trop bien. Tout ce que tu consommes, absolument tout. Genre en mode asocial, mais en fait, juste ça fait trop du bien. T'es là, mais oui, ça c'est bien. Oui. Plus de contraintes, plus rien, tu t'es. C'est normal, parce que c'est mine de rien, c'est normal, c'est logique. Je pense parce que c'est pas un quotidien quand t'es comme ça en mission, tu bosses. C'est pas un quotidien qui est équilibré réellement, même si toi tu travailles à l'équilibrer. Justement parce que t'es sollicité par plein de choses, il y a plein de choses à faire, et puis t'es pas en mode j'arrive à 9h, j'ai fini à 17h, j'ai du temps pour moi entre 17h et minuit. Ah oui, non, puis alors en plus, du coup, on vit tous ensemble. Tu vis avec tes collègues, tu bosses avec. Bon, les journées commencent plutôt vers 7h30. Elles se finissent plutôt tard. Et puis après, tu t'en parles encore parce que t'es complètement dedans. Parce qu'on est dedans, parce qu'on vit tous ensemble. Et puis t'en rêves la nuit si jamais tu rêves. Et voilà, avec le week-end, c'est qu'on allait au bord de la piscine, mais pour parler du projet,
Oui, pourquoi pas, ou pas. Et du coup, oui, non, ça aussi, du coup, c'est compliqué à gérer, les petites tensions avec tes collègues, quand tu vas avoir du temps off, mais qu'en fait, il y a toujours quelqu'un. Voilà, toujours pareil, trouver l'équilibre du temps pour soi, sans que les autres, sans trop interférer, sans que ça perturbe l'équilibre, parce que, voilà, il y a des gens dont tu ne peux plus les voir en peinture, mais tu dois quand même continuer à bosser avec. Ouais. Comment tu gères, comment tu fais. Surtout autant de temps pendant... Ouais, moi, je pourrais plus faire ça. Voilà. Avoir du temps. Moi, ça me dérange pas tant de vivre à mes collègues. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y ait pas de scission entre le boulot et le perso. Ouais. Et ça, ça, il faut trouver l'échappatoire, faut trouver le truc qui te fait du bien, faut trouver la petite heure où tu te dis non, mais là, en fait, je pars, je vois d'autres personnes, je fais autre chose. Parce que sinon, on pète vite un plomb. Ouais. Et puis de toute façon, ça te défend également d'où tu es. Tu peux être, si t'es en capitale, généralement, la vie en capitale, ça peut plus ou moins aller. Et encore, ça dépend dans quel pays tu es. Et après, t'as la vie, ce qu'on appelle la vie sous base, ou du coup, qui est plutôt plus en province, voire village. Où là, ça dépend du pays, dans les villages. Si t'as un vrai village, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans ton village. Hein. Ouais. Donc, voilà, vous êtes quatre, et vous regardez tous les quatre. Vous jouez à la belote. Voilà, vous parlez. Le mieux étant qu'effectivement, les gens s'entendent bien. Après, généralement, on arrive quand même tous à bien s'entendre. Mais oui, ça reste difficile parce que c'est des gens que tu n'as pas choisis. Donc tu sais que des gens bosser, tu sais que tu dois bosser, tu bosseras, il n'y a pas de souci. Mais après, vivre avec des gens que tu n'as pas choisis, tu sais qu'ils seront là et qu'ils partiront pas et qu'il faut faire avec. Ouais, putain. C'est plus compliqué, chacun ses habitudes. Il faut, ne serait-ce que pour manger, ses habitudes. Le matin, ceux qui sont du matin, ceux qui ne le sont pas. Ouais. Voilà, faut s'adapter à absolument tout. Et... Ceux qui font du bordel quand ils se lèvent et qui parlent. Et ceux qui mettent la télé super fort. Oui, par exemple, juste il y a une télé, le matin, j'ai éteint. Ou même je connais des gens qui bouffent en mettant la télé qui tourne. Moi, ça me rend dingue, ça me rend fou. Et je pèterais les plombs pour ce genre de conneries. Qui sont les petits poisons. Donc, tout ça c'est vrai que quand t'es vraiment fatigué, toutes ces petites choses mis bout à bout, qu'au début tu supportes et tu t'en fous, au bout d'un moment ça prend une ampleur et un truc, et juste un jour tu pètes un plomb, t'es là. Mais calme-toi en fait, c'est juste la télé en fait. Et alors que toi, du coup, ça fait genre 6 mois, tu te bouffes ça et t'es là. Non, j'en peux plus. Et parce que je sais pas, t'es fatigué, t'es stressé, juste un jour t'exploses et bam. Mais mais en même temps, c'est ce qui rend la chose, je pense, intéressante. On n'aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas d'humain. Qu'est-ce qu'on ferait ? Oui, après, faut pas qu'il y en ait trop. C'est bien qu'il y en ait, mais faut pas qu'il y en ait trop. Et tu vois, justement, j'avais une amie qui était venue, là, du coup, on en avait parlé dans le podcast, qui, elle travaille à Singapour, elle est consultant. Elle dit consultant et pas consultante. C'est vrai, pourquoi ? Je sais pas. Donc elle dit, je suis consultant. Et du coup, je dis comme elle dit. Elle est consultant, parce que je la respecte. Voilà. Elle fait sûrement ce choix-là en pleine conscience, la connaissant. Et elle, justement, on parlait de ce truc, on disait du fait pour un peu d'autres raisons, mais que ce que tu fais dans la vie, on va dire quand c'est un job qui t'anime, pas juste parce que c'est un truc qui fait que tu gagnes ta croûte. Elle est, tu vois, des questions d'éthique et de philosophie, de qu'est-ce qui est juste et de rendre des choses pas justes, plus justes, c'est quelque chose qui l'anime vachement. Et moi, du coup, je bosse sur mes films pas pour des raisons qui sont je veux me mettre en avant et être une méga rosta. Il y a de ça. Si je suis une méga rosta, je vais pas faire oh non. Mais non, sérieusement, tu te retrouves, t'écris une histoire, il y a un truc de toi, bref, il y a des raisons profondes qui font que tu fais ce que tu fais et que tu t'engages vraiment, vraiment là-dedans et qui passes beaucoup de temps, tout ça. Et on parlait du truc que parfois, il y a des choses qui font que d'un côté, tu fais ça par humanisme et parce que juste, on va dire, t'aimes les gens, t'aimes l'humain. Mais au bout d'un moment, il y a une sorte de truc qui se retourne un peu comme un gant et au final, t'arrives plus à les supporter. Et du coup, par exemple, la discussion était partie sur, elle a dit, je crois que j'aime les gens, mais des fois, je suis plus sûr. Et je pense que c'est un truc, qui doit être le genre de choses que tu peux ressentir quand t'es dans des situations que tu décrivais comme ça, où genre, ok, je fais ça pour les gens. Non, mais ça m'énerve là, machin qui a telle habitude, machin qui a telle habitude, machin qui a telle habitude. C'est plus au bout d'un moment l'idée de l'humain et des, je pense que comment dire, l'idée de ce qu'il y a à défendre. Des idéaux comme ça qui sont pas forcément faux, qui sont pas idéaux, c'est pas parce que c'est des idéaux que c'est idéaliste dans un sens naïf, mais des fois juste tu dis les gens, je suis pas sûr.
Et je pense que c'est lié au fait de pas mal bosser, d'avoir certains contacts avec d'autres humains. Et puis d'humains de différentes cultures. Enfin, que ce soit, Ouais, ou qui ont vraiment des horizons, des perspectives complètement différentes. Et des fois, les clashs font que... le one big family, on est tous une même famille, on se prend par la main. Des fois, juste, mais là, on n'arrive pas à se comprendre. Ouais, non, on n'est pas trop dans le one big family. Hein. Ouais, non. On est quand même assez réaliste. Ouais. Oui, il y a des trucs, t'as des trucs culturels où tu sais que ok, là, on va pas trop... Oui, parce que ça, tu peux vivre avec, je veux dire, n'importe quoi. Bon, évidemment, je vais caricaturer, mais un mec qui vient d'un tout petit patelin en Inde où les femmes, elles travaillent pas, et puis quand elles sont veuves, elles existent plus socialement, et il va bosser avec toi, et toi, tu vas avoir envie de le taper, et lui, il va dire, mais elle ouvre un petit peu beaucoup sa gueule pour une femelle, et bon, évidemment, je caricature, mais ouais, ce genre de truc, ouais, pour le coup, quand il y a des gens, tu disais que t'as pas choisi, je dis, j'imagine que tu les as vraiment pas choisis. Oui, c'est-à-dire que... Mais après... Ouais, j'en reviens, ce sont, je pense que la première qualité du coup de n'importe quel expatrié, où tu ailles, c'est quand même d'être flexible et de s'adapter à autre chose, et que à partir du moment où tu veux plus découvrir l'autre culture ou la comprendre ou t'adapter à un minimum, juste faut partir et faire autre chose en fait. Donc, ou tu leur vends de la mauvaise drogue pour phagocyter le pays de l'intérieur, pour qu'ils tombent tous très très malades très vite. Alors nous allons éviter la multiplication de la drogue. Qu'ils deviennent tous complètement stériles et qu'ils ne se reproduisent plus et le pays se dévore. Oui. Tu peux faire ça aussi par exemple. Bon. Oui, une c'est pas radicale. Si tu crois en le karma, c'est pas une bonne idée, mais bon, ou le paradis, l'enfer, c'est pas une bonne idée non plus. Mais si t'as envie de foutre le dawa, par contre, ça peut toujours. Pourquoi pas Oui. C'est une solution. J'y penserai. Ouais. Voilà, et je t'appellerai. Un jour, je dirais. Là, je crois que je vais couper de l'héroïne avec la mort au rat et je vais en forguer un petit peu dans les écoles primaires là. Voilà. Après, il faut trouver l'héroïne. Oui. Tu la fabriques, je sais pas, avec peut-être des pneus et des crayons de couleur, et puis ce sera très bien. Tu leur dis que ça, c'est de la drogue. Tout tu vois. Voilà. Si tu fais ça, du coup, tu seras devenu Dark Michel, Evil Michaud. Et c'est que tu étais le gentil au début du film et tu es devenu le méchant. Complètement. Ouais. Et c'est dans un twist shyamalanien. C'est dur à dire. Tu sais, de M. Night Shyamalan, le mec qui a réalisé Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village, Split. Ça monte bien. Tout à fait. Voilà. T'as pas l'air de... Non. À une époque, dans mon souvenir, tu étais comme quelqu'un de particulièrement cinéphile. Mais oui, mais c'était à une époque. Ouais. Oui, non, j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Si, je le suis resté, mais que sur les films latino-américains. Ah ouais, donc voilà. D'accord. Donc, dès que c'est sorti de ce continent, dès que ça ne parle pas un espagnol avec un accent non castillan, ça ne marche pas. Voilà. Non, si, espagnol aussi, un petit peu. Mais après, oui, j'avoue, beaucoup moins. Beaucoup moins. Il faudrait que je m'y remette, c'est un objectif. Il faut. Ouais, j'ai même envie de dire. On passe au cran dessus, il faut absolument. Bon, j'attends ta sélection, j'ai du temps. Ah, je peux t'envoyer. Moi, dès qu'on me demande, tu veux une sélection de films, t'inquiète, je vais te. Mais de bons films, parce que tu as des goûts douteux. Attends, oh mon Dieu, j'ai des goûts douteux. Alors déjà, qui m'a supplié de l'accompagner pour pas qu'elle soit seule pour aller voir Babysitter avec Vin Diesel? C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Ah si, aussi. Parce que Babysitter, du coup, je l'ai vu. C'est pas avec moi, tu confonds. Ah non, je confonds pas. C'était à l'UGC pourri de la Pardieu. Je sais plus qui était ta pote, mais il y avait une pote à toi qui était fan de Vin Diesel. Je me dis, ouais, tu viens. Moi, j'aurais jamais fait. Des goûts douteux, mais non, mais pourquoi j'ai des goûts douteux? Mais tu ne sais pas ce que tu racontes. Ah, parce qu'en plus, là, tu pourrais me décrédibiliser complètement en tant que réalisateur et qu'auteur, donc fais très gaffe à ce que tu racontes. Tu peux être un bon réalisateur avec des goûts douteux en cinéma, c'est pas compatible. Non. C'est marrant parce que j'ai plutôt plein de potes qui disent, putain, toi, t'aimes rien. Tellement j'ai tendance à être critique. Du coup, mais c'est peut-être pas faux, c'est vrai. Je suis obligé d'être critique. Mais oui, tu peux être critique, mais tu peux aimer beaucoup de choses en étant critique. Est-ce que critique veut dire qu'on aime pas les à partir du moment où c'est ça le problème, je pense. C'est pareil avec les gens d'ailleurs, je crois. En fait, si tu vois objectivement quelqu'un ou quelque chose, ça va être plus dur de l'aimer autant que quand tu le voyais pas objectivement. Tu vois, c'est à partir du moment, genre, tu vois, on va dire. Moi, il y a 10 ans, on va même faire pire. Moi, à 20 ans, moi, il y a 14 ans, je voyais un film. Je suis censé me souvenir de toi il y a 14 ans ? Non, mais non, c'est un exemple. Déjà par le meilleur, parce que là, quand même, je trouve que c'est quand même un manque de respect. Voilà. Ouais, et en plus,
on se connaissait peut-être. Non. Ah, je sais plus, on se connaît depuis longtemps. Hein. J'avais à peu près 20 ans. Hein. Ah bon. Ouais. Putain, oui, ça se trouve, on se non. connaît. Non, mais si, j'avais à peu près 20 ans. Mais putain, si, je me souviens de l'appart dans lequel je venais d'emménager. J'ai emménagé, j'avais 20 ans pile. Putain, ça fait 14 ans qu'on se connaît. Bordel. Ah, mais non. Si, Mais- je te jure. Au minimum 13 ans. Non, mais oui, voilà. Au maximum, j'avais 21 ans. Je te Mais- jure. Il J'avais. faut enquêter ouais. là-dessus. Non, mais je suis sûr. Je suis sûr. Bon. 13 ans. Ça Ça fait 13 ans. Ouais. La vache. Mais c'est ça l'intérêt de pas se voir souvent. Mais oui. C'est que la flamme est souviens toujours pas. là. Et ça, c'est beau. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je disais, quand tu arrives à voir. Oui, c'est ça. Et je parlais de moi à 20 ans pour donner un exemple à la base. Qui était genre de moi à 20 ans, je voyais un film qui me plaisait. Et j'étais waouh. Et pour moi, c'était juste quelque chose d'associé au plaisir d'avoir vu ce film et d'être dans cette histoire-là, tout ça. Et maintenant, un film qui me plaît vachement, il va me plaire vachement, et quand je vais me mettre à réfléchir dessus, je vois beaucoup plus de rouages de la chose, et du coup, au bout d'un moment, forcément, même si je les avais pas vus consciemment tout de suite, il y a tel défaut, tel problème, tel truc, Oui, mais tel du truc. coup, ça, c'est ta déformation Et du coup, professionnelle. ouais, voilà, mais je pense que, oui, clairement, mais je pense que c'est aussi un peu pareil avec les gens, quand tu es trop objectif et que tu vois trop de trucs, des fois, tu les aimes plus comme tu les aimais avant. Mais, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est naturel. Je pense que c'est naturel, que ce soit pour les gens, pour n'importe quoi. Dès que tu es capable de voir plus en profondeur, d'analyser, tu vois, des choses qui démystifient. Mais c'est du coup ce qui fait que, tu vois, par exemple, tu peux, genre, dans une relation, pendant 3 mois, t'es, ouais, c'est génial. Plein de gens qui disent, ah, je suis tellement amoureux, c'est génial. Ouais, voilà. Notons Et vraiment la... le ton, et donc qui véhicule quand même un certain point de vue que j'aurais sur la chose. Voilà, je suis tellement amoureux, quoi. C'est trop cool. Je suis sur quoi. un petit Aïe, nuage, aïe, quoi. aïe. Oh là là, ah, mais elle est parfaite. Il m'appelle tout le temps, il y a des trop belles ouais, photos. puis, ouais. Il fait du sport, il est trop musclé. Ah là là, c'est trop génial. J'adore. Voilà. Et du coup, quand le cap des 3 mois passe, ou souvent il faut à peu près 3 mois pour que je sais plus quel type d'hormone qui est agité au départ, le taux redescende. L'adrénaline. Peut-être, Ou non, l'autre, pas peu l'adrénaline, importe, on mais s'en fout. voilà. Ouais. Ou peut-être même un mélange de différentes hormones. Mais en gros, le taux redescend. Et là. Et C'est là, chouette. tu vois, il y a plein d'amourettes qui durent 3 mois, et les gens sont Oui, parce que c'est des l'été, relations passionnelles. Ouais, même pas forcément. Le cap des 3 mois, c'est à peu près le temps qu'il faut souvent pour qu'un certain taux d'adrénaline redescende. Donc en fait, du coup, les gens se disent, ouais, tu crois que tu es plus amoureux. Quoi. Ouais, attends, c'est Mais, vrai. Bon, il y a 2 messages je par jour, maintenant je j'ai dirais un du coup- message toutes les 2 heures. Enfin, Ouais, ou n'importe juste, quoi. ou je sais pas, je suis là, quand elle fait ça, bah en fait, c'est Ça plus. me saoule, quoi. J'aime pas trop ça, je crois que je me suis trompé sur elle et sur moi. Et. Il y a trop de smiley dans ces textos. Ouais, enfin, non, mais c'est plus. Il n'y a pas la petite flamme qu'il y avait au début. Et pour moi, bah, ça, Alors c'est qu'en comme. fait, on tombe dans la routine. C'est. Ouais, mais même, tu vois, au-delà de ça, justement, donc, tout de suite, du coup, c'est se dire, ah merde, on tombe dans la routine. Mais pas forcément. Je pense que c'est comme si moi, je me disais aujourd'hui, par exemple, Gravity. J'ai vu Gravity 2 fois au cinéma. Je parle donc d'un film, j'ai adoré ce film. Pour plusieurs Avec raisons. Julia Roberts. Je l'ai analysé. Sors de cette maison. Enfin, sors de C'est chez Ben moi. Affleck dedans. Sors. Dieu. Mon Dieu. Mais à l'époque, tu étais quelqu'un de bien, tu étais cinéphile. Et maintenant, tu es devenu Ouais, une j'avais mauvaise. des amis Tu es cinéphiles. devenu une mauvaise personne. Gravity. Oh mon Dieu. Sandra Bullock et George Clooney. Ah voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Et du coup, pour dire, par exemple, j'ai adoré ce film, je l'ai vu 2 fois au ciné, la deuxième fois, j'ai emmené mon petit frère, tout ça. Après, je me suis dès que je me suis mis à réfléchir, j'ai vu, oui, il y a tel défaut, il y a tel défaut, il y a tel défaut. Le fait de, d'être cette personne qui est comme ça, là, que je caricaturais, ce serait comme si au moment où je me dis, ah oui, il y a tel défaut, je suis là, non, en fait, j'arrête d'aimer ce film. Et je trouve ça triste, du coup. Et du coup, je me dis, ah ouais, en fait, c'est pas bien. En gros, en fait, il est pas si bien que ça. En fait, je vais du coup choisir de définir ce que je vis comme la routine par rapport à l'état amoureux. Mais en fait, non, le film est imparfait, mais il a quand même généré en moi certaines choses. Il mérite autant, même si maintenant je peux voir tout ce qui déconne, en tout cas énormément de ce qui déconne avec, tu vois. Et je pense que du coup, mais ça c'est autre chose. C'est profond comme réflexion. Mais
je veux dire, pour moi, c'est quand même un truc très très grave de plein de gens qui te posent la question. Par exemple, imaginons, tu parles d'une relation. Moi, j'ai telle relation romantique entre guillemets, telle relation avec ton poisson avec non, parce que ça c'est de la zoophilie et c'est vraiment dégueulasse. Voilà. Et je sais pas si t'as vu la taille de ma poissonne, c'est 2 cm de long, donc elle mourrait très très vite. J'imagine. Pas besoin de faire un dessin. Et c'est absolument dégoûtant. Mais oui, genre, tu parles d'une relation que tu as avec telle personne, et puis tu as toujours un smartass qui se pense malin dans tes potes, qui va genre, t'es là et t'en parles de cette relation à tête reposée, disons, il y a telle chose que j'apprécie beaucoup chez lui ou chez elle, telle chose, et puis on va dire, non mais, écoute, non mais, attends, mais t'es amoureuse ou pas? Non mais arrête de parler, t'es amoureuse ou pas? Tu vois? Et toi, du coup, genre, c'est le critère, tu vois? Genre, c'est le critère. Mais je pense que c'est absolument des conneries. C'est pas le critère. Être amoureux, en gros, ce serait genre, non, mais est-ce que t'as tes hormones dans tous les sens en ce moment ou pas? Sachant que de toute façon, c'est la nature, c'est la chimie de ton corps, ça va passer, donc cet état va disparaître. Genre, comme si c'était le critère qui fait qu'une relation est viable et vaut le coup et est intéressante et épanouissante pour toi. Alors que c'est des conneries. Voilà ce que je tenais à dire. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Donc il faut être objectif. Ouais, et on peut aimer quand même en voyant tout ce qui va pas. Mais heureusement. Chez quelqu'un. Ouais, mais je trouve que effectivement. Mais oui, effectivement, il faut pouvoir se le dire plus souvent. Se dire plus souvent. Se dire plus souvent que ces imperfections, elles sont là, mais que je les aime. Ouais. Quand même. Ouais, ou peut-être où tu les aimes pas, mais elles sont pas graves. Tu vois, ou elles t'emmerdent, mais elles sont pas graves. Supportables. Ouais, parce qu'elles sont pas graves en fait. Ou même le pire. Oui, ou même des fois, justement, pour qu'elles soient supportables, tu dis oui, mais en fait, c'est pas grave ça. Non, si ça peut être grave aussi. Et oui, alors là, quand tu penses que c'est grave, je pense que là, il y a peut-être un plus gros problème. Genre, bon, c'est vrai que, bon, d'accord, c'est quelqu'un qui est proxénète d'enfant, mais il a beaucoup de qualités. Tu vois, là, je veux dire, bon, c'est un peu grave d'être proxénète d'enfant, mais il a beaucoup de qualités. Allez, je prends sur moi. Ouais, non, je pense, bon. L'amour en ta règle, il paraît. Oui, non, du coup, c'est. Et rencontre. L'état amoureux. Voilà. Pas l'amour. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était.